Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l'agence économique régionale, en partenariat avec la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes et l'Ordre des experts comptables. Merci à Lionel Raymond, directeur général adjoint de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, de sa présence, et de Patrick Vollet, qui représente l'Ordre des experts comptables. L'agence économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, présidée par Laurent Wauquiez et Florent Ménégo, le président de Michelin, a pour vocation d'accompagner les entreprises industrielles et de services à l'industrie dans tous leurs projets de développement, l'amélioration de leurs performances, mais aussi leurs difficultés. Nous essayons, dans cette période particulièrement intense et complexe que nous traversons tous, tant à titre personnel que pour les entreprises qui vivent au quotidien des changements et des modes de fonctionnement à revoir systématiquement, de vous donner, de vous aider, de vous donner un certain nombre de clés. Et aujourd'hui, l'objectif qui est le nôtre, c'est de vous accompagner dans la gestion de votre trésorerie, dans l'anticipation de la gestion de votre trésorerie, dans cette période particulièrement trouble et difficile pour vous. Je ne serai pas plus long, je vais passer la parole à Guillaume Léchappé, que je remercie, et ainsi que Hélène Le Sauvage de l'agence économique d'avoir organisé ce webinaire. Je tiens à vous préciser que dans le fonctionnement de ce webinaire, vos micros sont coupés. Vous pouvez utiliser l'onglet questions pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous serons bien évidemment tous à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Ce webinaire est enregistré. Vous recevrez automatiquement un lien pour vous connecter au replay si vous le souhaitez, ainsi que la présentation qui va vous être faite. Voilà. Donc, sans plus attendre et sans perdre de temps, puisque nous essayons de tenir les délais, je passe la parole à Guillaume et merci encore à nos participants d'être présents à nos côtés. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire finance. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et donc comme l'a indiqué Philippe, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions. On prendra 15 minutes à la fin pour y répondre et puis Philippe se permettra d'intervenir au fil de l'eau en cas de questions spécifiques sur ce qui se dit en temps réel afin d'apporter des précisions. Et puis je précise que vous êtes nombreux à nous suivre puisque vous étiez plus de 360 inscrits à date d'hier après-midi. Donc un webinaire en 3 temps avec les témoins d'alerte et actions correctives en interne, les solutions existantes avec les partenaires bancaires et on a donc et les partenaires financiers avec autour de la table donc Patrick Vollet, trésorier à l'Ordre des experts comptables Auvergne-Rhône-Alpes et Lionel Raymond, directeur général adjoint à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes et puis une partie pour terminer sur les questions. Je vous propose de rentrer dans la première partie de ce webinaire consacré aux témoins d'alerte en matière de trésorerie de votre entreprise et aux actions correctives que vous pouvez mettre en place au sein de votre structure. Démarrons avec quelques idées reçues ou pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Patrick Vollet, notamment, là je me tourne vers vous sur la première phrase indiquée dans ce diapo où il est important de bien distinguer la rentabilité et la solvabilité. Alors bonjour à tous et merci d'être présent pour ce webinaire. Effectivement, la trésorerie depuis mars 2020, c'est le nerf de la guerre et avec nos clients, que ce soit au niveau des relations avec les banques ou avec je dirais l'ensemble des intervenants financiers, on a quelques erreurs qu'on détecte facilement et qu'il faut absolument abattre en termes de préjugés, c'est-à-dire le résultat net positif qui est là. Donc, a priori, on pense que tout va bien et pourtant, on a des problèmes de trésorerie. Effectivement, il est important de bien avoir en tête que le résultat, c'est une chose, mais qu'à l'intérieur de la composante comptable, eh bien, on va avoir des mouvements de trésorerie qui peuvent ne pas se voir dans le cadre du résultat. Typiquement, par exemple, quand vous achetez un fonds de commerce, quand vous achetez des choses qui ne s'amortissent pas, et bien derrière, on va avoir, si le financement se fait par emprunt, un remboursement d'emprunt et on n'aura pas en face, effectivement, l'impact résultat, puisque c'est quelque chose qui ne s'amortit pas, qui ne se traduit pas dans le compte de résultat, et donc on peut avoir des problèmes de trésorerie. C'est un exemple, il y en a plusieurs,
Donc, surtout ne pas partir du principe que j'ai un joli résultat, net positif, et je peux quand même avoir des problèmes de trésorerie. Ensuite, l'autre sujet, c'est j'ai des capitaux propres, et pourtant, a priori, j'estime, enfin, pas et pourtant, je pense avoir de la trésorerie. Oui, la plupart des cas, dans la plupart des cas, on a des capitaux propres. Ça se traduit en grande partie par de la trésorerie. Mais il est possible que si on est dans une entreprise où on a des investissements lourds, et autour de ce webinaire, nous avons beaucoup d'industriels. L'industrie, ça se caractérise souvent par de gros investissements au niveau corporel, voire incorporel parfois. Et là, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que j'ai des gros investissements à faire. Et donc, ce n'est pas parce que j'ai des capitaux propres forts que j'ai de la trésorerie. Ça peut se traduire souvent par des actifs immobilisés et donc potentiellement de la trésorerie qui n'est pas en cohérence avec les capitaux propres. Enfin, j'ai un stock dormant important, mais je ne vois pas en quoi cela me pénalise et pénalise ma trésorerie. Il faut avoir en tête que le stock, c'est bien. Le stock, par contre, en fait, on le paye. On le paye généralement à 30 ou 60 jours. Et si j'ai un stock dormant trop important, ça veut dire que c'est un stock que je vais écouler sur 5 mois, 6 mois, ce qui peut arriver, eh bien, je vais devoir payer mes fournisseurs, je vais devoir acheter ce stock. Et en face, je n'aurai la rentrée client que bien plus tard. Et donc, je vais créer un décalage entre ma sortie de trésorerie et mon entrée avec l'encaissement du poste client. Et là, ça nous génère des écarts assez importants. Et donc, le stock est quelque chose d'assez important, même de fondamental sur des entreprises industrielles, puisque je vais avoir mon stock de matières premières où là, on peut se dire, j'ai fait une bonne opération, j'ai acheté beaucoup de stock à un prix intéressant, donc je vais faire de la marge. Oui, je vais peut-être faire de la marge, mais en tout cas, je vais peut-être aussi dégrader ma trésorerie à un instant T. Donc, c'est très important de bien rester en cohérence avec sa capacité financière et son volume de stock. Alors, quelles sont les principales questions à se poser en tant que chef d'entreprise? On a listé 5 ici principalement. Une première sur le fait que si mon entreprise génère un résultat d'exploitation positif, donc avec un chiffre d'affaires supérieur à mes charges, mais qu'elle rencontre des problématiques de trésorerie, l'enjeu est de comprendre pour quelles raisons. Un deuxième point aussi sur la question en fait de comprendre pourquoi la trésorerie reste importante alors même que j'ai une baisse de mes commandes clients. Troisième question qu'on peut se poser, c'est lorsque mon entreprise, est-ce que dans son portefeuille client, est-ce qu'il y a des clients qui sont en retard de paiement et si oui, dans quelle proportion? Et puis un autre point sur le timing, mesurer le timing entre le moment où je paie en tant qu'entreprise mes fournisseurs et le moment où mes clients me paient. Et puis enfin, quid de mon niveau de stock actuel, ce qui va impacter à la baisse ou à la hausse mon niveau de trésorerie. En filigrane, un point d'attention, c'est de comprendre s'il s'agit plutôt d'éléments structurels ou d'éléments conjoncturels qui sont à l'origine de mes problématiques de trésorerie. Patrick Velay, peut-être une réaction sur ces questions et notamment aussi sur le point du paiement des clients. Alors, le point important, en fait, je pense, c'est que toutes les personnes qui sont autour de ce webinaire aient bien conscience que tous les intervenants, à savoir que ce soit la Banque Populaire et plus largement l'ensemble des partenaires financiers, que ce soit votre agence économique ou l'expert comptable, voire parfois le commissaire aux comptes, on est tous là pour pouvoir apporter un regard extérieur sur les situations de trésorerie. Parce que souvent, effectivement, le chef d'entreprise, il a soit sa routine, soit son plan de marche, son plan de bataille, et un regard extérieur tel qu'on peut l'apporter les uns ou les autres va pouvoir permettre d'éclairer et d'apporter finalement peut-être des solutions auxquelles le chef d'entreprise n'a pas pensé. Et voilà, on est là pour vous, encore plus depuis mars 2020 et cette crise. Donc profitez de votre contact avec la banque, avec l'agence ou avec votre expert comptable. C'est effectivement un regard extérieur qui peut vous apporter des choses très importantes. Si on parle des clients, par exemple, le poste client est quelque chose qu'il faut surveiller de très très près, tout simplement, puisque on a eu ces derniers mois beaucoup d'injections de cash de la part du gouvernement.
mais ce cash va se faire quand même de plus en plus rare, puisque l'État-providence ne peut pas durer comme, aussi longtemps que peut-être que certains l'aimeraient. Mais en tout cas, il y a eu de l'argent, donc on a pu avoir tendance à laisser courir un petit peu le poste client en se disant j'ai rentré de la trésorerie, j'ai eu des aides et du coup, je laisse un petit peu durer le client, je ne le relance pas tout de suite. C'est très très important de bien respecter son calendrier, de mettre des process internes pour que les clients soient relancés en temps et en heure. Et dans un process efficace, ça commence déjà par la facturation. Il faut que la facturation soit faite correctement, adressée au bon endroit. Ça paraît tout bête, mais parfois, effectivement, on envoie une facture, on l'envoie par courrier ou par mail, elle n'arrive jamais. S'il n'y a pas un système de relance derrière, on peut perdre plusieurs mois et ça peut être problématique à un moment donné. D'autant plus problématique que on va arriver peut-être dans une période où on peut retrouver quelques difficultés financières et donc potentiellement quelques redressements judiciaires. Et là, effectivement, c'est plus un retard qu'on va avoir, c'est soit une perte sèche, soit des reports très importants au niveau du remboursement. Donc, c'est très important de suivre ses clients. Si on passe sur la slide d'après où nous avons quelques pistes pour optimiser la trésorerie, on a évoqué la problématique des stocks. Effectivement, bien ajuster ses stocks. Alors, ces stocks de matières premières ou ces stocks de produits finis, sachant qu'on a actuellement plutôt une tendance haussière au niveau des matières premières. Donc, si j'ai une tendance haussière au niveau des matières premières, je vais avoir une tendance haussière au niveau de mon prix de revient, bien évidemment. Et donc là, il faut avoir une bonne gestion des stocks. Et surtout, on a les délais d'approvisionnement qui jouent beaucoup, qui sont très longs en ce moment. Et généralement, dans l'industrie, on ne constate que des délais qui se rallongent, même si ça va peut-être un tout petit peu mieux en ce moment, mais on est vraiment sur quelque chose de très sensible et il faut arriver du coup à gérer à la fois la quantité de stock suffisante pour pouvoir arriver à produire et commercialiser. Parce que si je n'ai pas ma matière première, je ne peux pas vendre et là, je ne peux pas encaisser de trésorerie et ça devient très difficile. Mais je ne peux pas non plus avoir un stock pléthorique puisqu'il faut que je le finance. Donc, c'est toute la difficulté qu'on rencontre et ça, il faut être très vigilant sur le sujet. La gestion du poste client, on en a parlé il y a quelques minutes. Je rajouterai un point très important, ce sont vos conditions générales de vente, puisqu'à un moment donné, on a des clients qui ne sont pas suffisamment vigilants sur leurs conditions générales de vente et à un moment donné vont faire des devis avec des délais de validité pour acceptation trop longs, avec des prix de matières premières qui augmentent, on va dire quasiment tous les jours, voire toutes les semaines. À un moment donné, il faut pouvoir être réactif. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des délais courts sur la validité des devis. C'est pas mettre la pression sur le client, c'est juste vous protéger pour que le prix de vente soit cohérent avec finalement votre prix de revient et que vous arriviez à sauver votre marge. C'est très très important d'être vigilant là-dessus. L'optimisation du délai des règlements fournisseurs, c'est un sujet un peu plus compliqué puisqu'effectivement, à un moment donné, si vous avez un délai trop court au niveau des règlements fournisseurs, ça veut dire que vous allez sortir de l'argent avant ou avec trop d'espace-temps avant l'encaissement client. Pour autant, il ne faut pas trop allonger ce délai fournisseur puisque vos fournisseurs sont des partenaires très importants pour vous. Sans vos fournisseurs, pareil, vous n'avez plus votre matière première, vous ne pouvez plus produire. Donc, il faut respecter finalement l'écosystème et il ne faut pas pousser non plus trop le délai fournisseur, mais pour autant, ce n'est pas la peine d'être trop court et de se dire je paye à 10 jours ma facture fournisseur. Voilà, il faut respecter les équilibres entre les délais clients, les délais fournisseurs et surtout respecter son écosystème. Ça me semble très important. Ensuite, on a les prélèvements fiscaux, les prélèvements sociaux. Vous avez la possibilité d'aménager, d'adapter le montant des échéances en fonction des prévisions. Alors, bien évidemment, il y a eu une période où on pouvait, de manière tout à fait autorisée par l'administration ou les organismes sociaux, faire bouger de manière importante les prélèvements sans impact à la fin. C'est-à-dire que normalement, quand on fait une régule URSSAF et qu'on dit je vais payer un petit peu moins de charges pour les TNS par exemple, ou pour l'impôt société, je dis je vais faire un résultat moindre, donc je vais payer moins d'IS, donc je diminue mon acompte. Si à la fin de l'année, j'ai un montant supérieur,
eh bien, je peux avoir un rappel d'impôt avec une petite pénalité. Pendant quelques mois ou quelques années, 2020-2021, ces pénalités n'existaient pas, puisqu'il y avait une bienveillance de l'administration et des organismes sociaux qui comprenaient bien qu'à un moment donné, on était dans un flou total. Cette bienveillance va diminuer, va être beaucoup moins importante, et donc là, il faut essayer d'adapter ces prélèvements vraiment au plus juste et pas se dire je coupe mon prélèvement, comme ça a pu être fait par certains à un moment donné, et je verrai bien à la fin de l'année, si je fais un bon exercice et si j'ai de la trésorerie, du coup, je payerai mes charges sociales, je payerai, pas, bien sûr pas les charges sociales salariales, parce que ça c'est une obligation de les payer, sinon il y a un autre problème qui se pose, mais on va dire, voilà, adapter vos prélèvements fiscaux et sociaux, c'est possible de le faire. Échanger avec tous les organismes sociaux et fiscaux, ils sont à votre écoute et il vaut mieux anticiper une petite problématique de trésorerie en négociant quelque chose avec eux, ils sont toujours à votre écoute, plutôt que de le faire de force et que ce soit eux qui reviennent vers vous en vous disant qu'est-ce qui se passe, on a un problème avec votre compte. Donc là-dessus, soyez vigilants et n'hésitez pas non plus à parler et communiquer avec les administrations et les organismes sociaux. Enfin, les flux et les process internes, comme on évoquait avec les clients, il faut effectivement améliorer souvent la relation que vous avez dans votre chaîne, on va dire, logistique, et qui va de la commande à l'émission de la facturation, avec tous les process internes chez vous. Il y a souvent effectivement des déperditions, et ce qui fait qu'au final, l'encaissement de la facture peut être réduit et le délai peut s'améliorer de manière substantive et donc améliorer votre trésorerie, bien évidemment. Merci Patrick. Alors, comment piloter de manière optimale sa trésorerie? Donc, voici les recommandations de nos intervenants. Je me tourne vers Hélène Le Sauvage, notre chargée d'affaires ingénierie financière à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, concernant les tableaux de bord de gestion, notamment pour identifier les difficultés structurelles et conjoncturelles, car les réponses ne sont pas nécessairement les mêmes. Hélène. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, pour être en plein dans le sujet, quand on parle de difficultés de trésorerie, avant d'envisager de mettre en place des solutions, il faut comprendre d'où viennent les difficultés, ce qui est encore plus prégnant à l'heure actuelle, parce que ce soit votre banquier ou que ce soit vos partenaires, comme par exemple les sociétés d'affacturage, pour vous octroyer des solutions, vont voir si on peut comprendre d'où viennent les difficultés dans la mesure où les solutions ne seront pas les mêmes. Ainsi, Patrick Velay faisait mention tout à l'heure des prix de revient. Donc, en ce moment, d'autant plus avec les hausses de matières premières cumulées parfois pour certains d'entre vous en fonction des secteurs d'activité à des baisses de chiffre d'affaires, il est indispensable d'avoir le suivi d'un certain nombre d'éléments. Donc, le prix de revient, ça va être finalement quel est le chiffre d'affaires minimum que vous devez faire, pour être très, très schématique et très synthétique, pour couvrir l'ensemble de vos charges et à la fin de l'année avoir un résultat à zéro. Pourquoi c'est important? D'une part, parce que vous allez devoir, peut-être pour certains d'entre vous, ajuster soit vos charges internes, donc notamment les charges variables ou les coûts fixes, si vous avez des coûts de revient qui augmentent, soit augmenter vos prix de vente pour ne pas vous pénaliser et finalement supporter, que ce soit votre entreprise qui supporte, je dirais, les augmentations de matière. Si le chiffre d'affaires est en baisse, de même, si vous n'avez pas de solution, on va dire, évidente pour l'augmenter, on le sait que c'est difficile, par exemple, pour certains d'entre vous dans le tourisme, avec moins de fréquentation dans les stations. Qu'est-ce qu'il est possible de mettre en œuvre pour baisser les charges en interne avant d'aller chercher des solutions externes? Donc, les tableaux de bord, on enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais ça va être le minimum à avoir en tête pour aller voir vos partenaires. C'est-à-dire que en tant que chef d'entreprise, on va attendre de vous que vous puissiez montrer que vous savez à minima où vous allez et qu'il y a un pilote dans l'avion. Donc, de connaître votre point mort, connaître un peu l'évolution de votre chiffre d'affaires, donc le minimum, vos prix de revient. Pour les sociétés qui sont un peu plus structurées, on peut aller un petit peu plus loin avec des balance scorecards. Voilà, donc les tableaux de bord, on peut avoir des choses très simples, même pour les petites sociétés, mais ça va être indispensable pour envisager quelle solution on va pouvoir mettre en œuvre derrière. Et pour compléter ce propos, il y a un point important qui est pas lié à cette slide tout à fait, mais sur lequel il faut rebondir, c'est de dire qu'on est dans une tendance haussière, c'est-à-dire que les prix ont plutôt tendance à augmenter
Et parfois, vous avez justement lié à des stocks assez importants, des stocks qui ont finalement des prix unitaires bas, et vous vous dites, bah, je ne vais pas pour l'instant reproduire, enfin, je ne vais pas imputer de hausse à mes clients pour le moment, je le ferai plus tard. Si vous êtes dans un marché aussi que vos concurrents ont tous appliqué des hausses de tarifs, n'hésitez pas à mettre une hausse, même si elle est un peu plus faible, mais il faut suivre la tendance du marché parce que souvent, les clients ne vous remercieront pas d'avoir laissé le prix bas quand tout le marché a augmenté. Et quand il va falloir que vous rattrapiez le prix de marché, puisqu'à un moment donné, vous serez obligé de racheter au prix de marché, eh bien, vos clients, là, pour le coup, ne comprendront pas du tout pourquoi vous appliquez une hausse très, très forte. Donc, il vaut mieux faire des hausses progressives et suivre un peu le marché, même si vous avez des coûts, des prix de revient qui sont bons. Il vaut mieux améliorer sa marge à un instant T et que les clients comprennent, en tout cas, qu'il y ait une lisibilité par rapport au marché, parce que s'il y a une décorrélation forte à un instant T, vous êtes susceptible de le payer à un moment donné. En plus, vous n'aurez pas fait la marge que vous pouviez faire à un moment. Ensuite, sur le prévisionnel de trésorerie, oui, c'est indispensable d'avoir un prévisionnel de trésorerie, mais ce qui est surtout important, c'est qu'il sorte en temps et en heure. Il vaut mieux un peu moins de précision, mais qu'il soit présent, qu'il soit vivant et qu'il puisse être communiqué quand on le demande, c'est-à-dire quand votre expert comptable échange avec vous ou quand votre banquier échange avec vous, c'est bien de l'avoir. Et si on fait trop de finesse à l'intérieur, on se fait tous des nœuds à la tête, nous les premiers en tant qu'experts comptables. C'est vraiment quelque chose, si on veut être trop précis, c'est souvent trop compliqué. Et en fait, d'un outil très opérationnel, en fait, ça devient un outil qu'on met au placard et on l'abandonne. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir quelque chose d'opérationnel. Il vaut mieux être sur une maille peut-être un peu plus grosse, mais qui permet d'être vivant, de le faire vivre régulièrement pour pouvoir servir vraiment d'alerte si jamais il y a quelque chose à voir, plutôt que d'avoir quelque chose de très précis, d'être au centime sur son prévisionnel de trésorerie. Un prévisionnel de trésorerie, de toute façon, c'est pas compliqué. À partir du moment où on l'a fait, le lendemain, il est déjà faux. Et dans les mois qui suivent, en fait, il demande une mise à jour très régulière. Et si on veut être trop fin, à un moment donné, c'est simplement quelque chose qu'on ne va pas utiliser. Donc, il vaut mieux avoir une maille un peu plus grosse et faire en sorte que le chef d'entreprise soit en mesure de le lire assez régulièrement et du coup de pouvoir avoir vraiment quelque chose. Il vaut mieux quelque chose d'un petit peu plus grossier, mais qui soit utilisé pratiquement au quotidien par le chef d'entreprise. Et un autre point important, là, c'est celui de la communication, de bien communiquer avec son banquier et de manière générale avec ses partenaires financiers. Je me tourne vers vous, Lionel Raymond, sur ce point justement. Ah, il semble qu'on a un petit problème de connexion avec Monsieur Raymond. Alors, je précise d'ailleurs, là, pendant que Lionel essaie de se reconnecter, qu'on avait fait un webinaire finance donc en juillet dernier sur le sujet de la bonne communication avec son banquier, avec le Crédit Coopératif et la Banque de France. Un webinaire que vous pouvez retrouver sur le site auvergne-rhône-alpes-entreprise.fr dans la rubrique outils, webinaire en replay. Et nous remettrons aussi le lien en annexe dans le document PDF que vous recevrez par mail à l'issue de ce webinaire, avec le replay aussi pour les personnes inscrites. Lionel Raymond, est-ce que vous nous entendez? Alors, votre micro est coupé. Je vous entends, oui. Ah, c'est bon. Voilà, donc sur la communication avec le banquier. Allez-y, on vous écoute. Je crois que c'est le slide d'après. Alors, d'ores et déjà, je suis ravi de partager ce début de matinée avec vous tous pour aborder cette thématique ô combien importante, hein. On a bien conscience, nous, banquiers, que l'indicateur, en tout cas la trésorerie, dès lors qu'elle est excédentaire, c'est l'indicateur qui permet aux dirigeants d'entreprise, aux chefs d'entreprise que vous êtes, de passer de bonnes nuits. Et c'est important. Donc, on a souhaité poser la trésorerie sous forme d'équation. Je n'ai pas le slide à l'écran. Je suis toujours. Voilà. Concernant la communication, en fait, peut-être que vous voyez mal à l'écran
le PowerPoint. Pourquoi on disait, pour reprendre, je crois que vous avez été coupé, pourquoi disions-nous que les outils sont importants? C'est parce que c'est sur la base de ces outils qu'on va pouvoir aller voir donc son banquier et donc communiquer avec lui, notamment un prévisionnel de trésorerie. D'où l'important que la transparence et de la communication, hein, c'est bien ça. Donc au niveau des outils de gestion, effectivement, l'important c'est d'éviter de naviguer à vue et de pouvoir anticiper les situations de trésorerie critiques. Et pour les anticiper, effectivement, on s'appuie sur des tableaux ou des outils de gestion soit internes, soit bâtis en partenariat avec vos experts comptables. Qui permettent, selon des hypothèses, hein, puisqu'on est dans la prévision, donc il y a toujours une différence entre ce qu'on prévoit et ce qui se réalise finalement, même si on essaye d'avoir des écarts les plus réduits possibles. Et ces outils de gestion qui sont les vôtres, c'est sur ces supports, sur ces éléments, que le banquier va pouvoir se baser également avec vous, avec vos conseils, pour essayer en co-construction d'échafauder ce qui semble être les solutions les plus adaptées à la problématique qui peut être la vôtre. Voilà. Donc oui, une communication vis-à-vis des partenaires financiers importante, transparente, j'insiste, pour que le remède soit le bon, il faut vraiment que le diagnostic soit le bon, donc il doit s'appuyer sur la vérité des prix et suffisamment en anticipation. Voilà. Et je rajouterais quelque chose d'important, il faut que le chef d'entreprise n'ait pas peur de communiquer. En fait, que ce soit, tous les partenaires financiers, en fait, ont besoin de voir qu'il y a l'expression pilote dans l'avion, c'est vraiment ça. Il faut pas se cacher, il faut pas avoir peur. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des problèmes de trésorerie, d'autant plus actuellement. Ce qui est très important, c'est de ne pas se cacher, de ne pas se dire oh, ça ira mieux demain, on verra. Il vaut mieux échanger tout de suite. Le dirigeant va voir son banquier, peut échanger et aller voir son banquier avec son expert comptable, mais c'est très important que le partenaire financier sente que le dirigeant est préoccupé, a connaissance de ces sujets-là, et même si la connaissance est imparfaite, même s'il y a des soucis de compréhension, c'est très important d'être dans l'échange, parce que c'est comme ça qu'il y a de la confiance, et c'est la confiance qui sera le moteur à un moment donné dans la relation et dans le fait que ça se passe le mieux possible demain. Et un mot là pour vous accompagner aussi, notre agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises propose un certain nombre de dispositifs auprès des TPE et PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc 2 dispositifs là, que vous voyez, dont le premier qui est aussi éligible pour les ETI. Peut-être Hélène, très rapidement, là, deux mots sur ces 2 dispositifs. Alors, on a conscience en fait que autour de la table ou à ce webinaire assistent de nombreuses petites entreprises au sein desquelles les dirigeants, on va dire, sont à 90% dans l'opérationnel. Donc, ce qui est important pour la région, c'est de soutenir ces petites entreprises qui n'ont pas nécessairement en interne un DAF ou des personnes qui les accompagnent dans la gestion quotidienne, administrative, comptable, et des dirigeants qui sont, on va dire, excellents dans leur cœur de business, mais non, c'est pas du tout l'ADN de faire de la compta et de la gestion. Voilà, la région a conscience que pour soutenir ces entreprises, il faut les aider et les accompagner en palliant, on va dire, ce manque de ressources en interne par des accompagnements extérieurs. Donc, au sein de la région, il y a des dispositifs qui sont financés entre 50 et 70% par la région. C'est-à-dire qu'on prend en charge une grosse partie du coût du dispositif pour vous accompagner, alors d'une part dans la mise en place de ces tableaux de bord, donc avec des consultants qui sont hyper pragmatique, c'est-à-dire que on vous envoie pas, voilà, comme disait Patrick Belay, ce qui est important, c'est que vous ressortiez avec des outils que vous allez utiliser derrière, que vous allez comprendre. Parce que même si vous êtes beaucoup dans l'opérationnel et que c'est comme ça que vous gagnez de l'argent et que vous faites vivre votre entreprise, les partenaires financiers vont attendre quand même que vous parliez un petit peu leur langage. Évidemment, il faut qu'on arrive à se comprendre. Et c'est grâce à ces outils que vous pourrez, je dirais, relier votre activité à vous
et ce que vous en faites avec ce que vous attendez de votre partenaire financier. Donc, le premier, maîtriser ma gestion financière pour améliorer mes résultats, c'est un mix de collectif pour comprendre un petit peu de quoi on parle et d'accompagnement individuel pour mettre en place des tableaux de bord personnalisés qui vont vous être utiles à vous. Donc, j'ai vu dans des questions un peu sur le chat en disant est-ce qu'il existe des outils? Si vous prenez un outil générique, ça peut fonctionner, ça peut marcher, mais il faut vraiment l'adapter à votre entreprise. C'est l'idée de cet accompagnement. Le deuxième, donc répondre aux difficultés de mon entreprise. Là, c'est un accompagnement qui est plus un accompagnement d'urgence. C'est-à-dire à un moment donné, vous êtes face à une grosse difficulté, la perte d'un gros client, donc impact sur la trésorerie très rapide, la perte d'un marché, par exemple, vous devez constituer un stock de composants avec des prix importants, mais vous devez absolument vous emparer de ce stock de composants maintenant. On sait que c'est un gros sujet, hein, les composants électroniques, ou pour des menuisiers, acheter un stock de bois, grosse sortie de trésorerie. Qu'est-ce qu'on fait? C'est urgent. Vous pouvez faire appel aussi à un dispositif qui, lui, est pris en charge à 100% par la région avec, là, c'est uniquement de l'accompagnement individuel et un consultant qui vient vous aider rapidement à résoudre cette problématique. Donc, n'hésitez pas, faites-vous accompagner pour ne pas rester seul face à vos questions. Il est 9h04, alors je vous propose de passer à la deuxième partie de notre webinaire sur les solutions à mettre en place en se tournant vers les acteurs financiers et puis peut-être en préambule un petit rappel synthétique et toujours utile sur la définition de la trésorerie, Lionel Raymond. Oui, j'étais un peu en avance tout à l'heure. Donc voilà, l'équation posée, c'est celle que vous avez sous les yeux. Elle met en exergue le fait que finalement la trésorerie, elle peut provenir de trois sources. Quand on parle du fonds de roulement, le fonds de roulement, hein, ce sont vos réserves plus les emprunts que vous pouvez contracter auprès de vos banques, moins toute l'infrastructure qui permet à l'entreprise de travailler. Quand je parle d'infrastructure, je parle de la valeur de ses bâtiments, de son matériel ou pour certains de ses participations financières. Voilà. Donc la différence entre vos réserves et vos emprunts et cette infrastructure se constitue le fonds de roulement. Donc ce fonds de roulement, le mieux c'est qu'il soit excédentaire et qui permettent ensuite de financer votre cycle d'exploitation. Et là, le cycle d'exploitation, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Donc, on reprend les stocks dont on parlait tout à l'heure, vos créances clients, moins les dettes fournisseurs et les dettes fiscales. Donc, et là, il faut admettre que toutes les entreprises ne sont pas égales devant le besoin en fonds de roulement, devant le cycle d'exploitation. J'ai entendu que majoritairement, nous avions des industriels ce matin. C'est vrai que les industriels, par définition, ont un besoin en fonds de roulement qui est en général beaucoup plus lourd qu'une entreprise qui officie par exemple dans un secteur d'activité comme la grande distribution. La grande distribution, elle paye ses fournisseurs à 60 voire 90 jours, alors que ses clients, par définition, la payent comptant. Donc elle a un cycle d'exploitation qui peut générer de la trésorerie. En général, les industriels ont un cycle d'exploitation qui consomme de la trésorerie. Donc, c'est pour ça que je dis que toutes les entreprises, par rapport au cycle d'exploitation, ne sont pas égales par rapport à la capacité à créer de la trésorerie. La différence entre donc le fonds de roulement et le cycle d'exploitation, c'est ce qu'on constate au bilan, hein, à l'actif, c'est la trésorerie dès lors qu'elle est excédentaire, ou au passif dès lors que la trésorerie est déficitaire et donc qu'elle demande des concours bancaires pour pouvoir y faire face. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est important de revenir sur le fait que la trésorerie peut provenir de trois sources différentes. L'entreprise elle-même, en créant de la richesse, en étant rentable, elle crée de la trésorerie. Par rapport à son cycle d'exploitation, elle peut créer
ou pas également de la trésorerie, on vient de le voir. Ça, c'est la première source. La deuxième source, bien, c'est l'actionnaire. C'est aussi, et là on le retrouvera dans les fonds propres, c'est la capacité que peuvent avoir les actionnaires à injecter de la trésorerie, soit sous forme de capital, soit sous forme de compte courant. Et la troisième source de trésorerie, ce sont les prêts que vous pouvez contracter auprès de vos établissements bancaires. Et là, effectivement, pour illustrer le propos, on a le prêt garanti par l'État qui a été massivement sollicité par les entreprises. Je rappelle qu'il y a eu quasiment 700 000 entreprises qui ont souscrit un prêt garanti par l'État, majoritairement des TPE, pour 140 milliards d'euros. Et ce prêt, c'était bien une injection de trésorerie, c'était sa vocation, pour permettre aux entreprises de pallier à un déficit de chiffre d'affaires, puisque je rappelle que là, on se replace au deuxième trimestre 2020. On était quasiment tous confinés, il était très difficile de travailler, donc très difficile de facturer, très difficile de faire du chiffre d'affaires, et pour autant, il y avait quelques échéances à honorer, et donc c'est de la dette qui est venue pallier l'absence de chiffre d'affaires. Cette injection de trésorerie a permis une variation très positive des trésoreries, et donc a permis à bon nombre d'entreprises de passer un cap difficile. J'en veux pour preuve un nombre de défaillances d'entreprises très très bas sur l'année 2021, puisqu'on enregistre moitié moins de défaillances d'entreprises que par rapport à une année normale, une année normative. Une année normative, c'est entre 60 et 70 000 défaillances d'entreprises en France. En 2021, il y a eu moins de 30 000 de défaillances d'entreprises, essentiellement grâce au soutien massif des mesures d'État, des mesures bancaires qui ont permis aux entreprises de passer un cap difficile. Lequel cap Lionel, quelques mots, pardon, je vous coupe là, parce que le temps passe, mais quelques mots un peu rapidement aussi sur le leaseback et puis le gage sur Oui, stock qu'on voit affiché en bas. j'allais y venir. Ensuite, vous avez d'autres possibilités de mobiliser de la trésorerie, parce que vos entreprises recèlent des actifs très précieux et qui peuvent être générateurs de trésorerie. Donc, les entreprises qui ont la chance d'avoir un bâtiment dont elles sont propriétaires peuvent le céder à un crédit bailleur, c'est ce qu'on appelle un leaseback. Donc elles deviendront pendant un temps locataires du crédit bailleur, puisqu'elles vont vendre le bâtiment, donc retirer le fruit de la vente et donc de la trésorerie. Mais à contrario, à partir du moment où elles seront locataires du bâtiment, elles devront intégrer que dans leurs frais généraux, elles auront désormais un loyer à verser au propriétaire du bâtiment qui est devenu le crédit bailleur. Et puis vous avez ensuite la possibilité de mobiliser des stocks. Alors ça, c'est par rapport à des secteurs d'activité bien précis. Bien souvent, on est là aussi dans de l'agroalimentaire ou de l'automobile ou de la machine-outil, mais la possibilité de gager du stock là aussi pour générer de la trésorerie. Et puis enfin, pour ceux qui ont la chance d'être sur des secteurs d'activité en B2B, donc qui vendent à des professionnels, c'est de pouvoir mobiliser également le poste client. Bien souvent, vous avez un délai de règlement que vous observez ou que vous consentez à vos clients. Le fait de mobiliser votre poste client revient finalement à être payé comptant, puisque l'avance, la banque vous fera l'avance immédiate de la facture ou de la créance que vous pouvez avoir sur vos clients. Voilà. Après, bien sûr, avoir analysé la qualité de votre poste client, c'est un préalable qui est toujours de mise. Merci On peut Lionel. peut-être juste faire une précision juste par rapport au PGE et rappeler à toutes les personnes présentes sur le webinaire que le PGE a été repoussé jusqu'au 30 juin 2022 dans les mêmes conditions qu'avant, c'est-à-dire ceux qui ont déjà bénéficié de 100% de leur PGE, ils ne peuvent pas en demander plus parce que
les sommes en jeu n'ont pas varié. Par contre, s'il y a des personnes qui n'en ont pas demandé ou qui ont demandé que partiellement leur PGE, elles peuvent encore, jusqu'au 30 juin 2022, faire des demandes de PGE, donc dans les mêmes conditions, avec un décret qui a prolongé cette possibilité jusqu'au 30 juin 2022, ce décret qui est paru le 30 décembre 2021. Voilà. Bien de le rappeler. Hélène, un complément rapidement. Et c'est là où on voit aussi dans les quelques pistes qu'on vous expose l'importance de voir l'origine des difficultés entre des difficultés structurelles. Par exemple, une entreprise qui est un peu sous-capitalisée et qui est très capitalistique, donc qui a besoin de faire régulièrement des investissements importants. S'il y a des entreprises comme les entreprises de la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie parmi nous, on sait l'importance des investissements pour rester concurrentiels sur des marchés qui le sont déjà très fortement dans l'automobile et dans l'aéro. Donc, l'importance d'investir régulièrement dans des machines à la pointe, on n'aura pas les mêmes réponses. Le PGE, pour revenir là-dessus, c'est une réponse conjoncturelle. Donc, le PGE va s'arrêter. En revanche, les interventions en haut de bilan, ça veut dire que c'est une entreprise qui potentiellement va dégager de la rentabilité et que l'argent qui va être investi, donc immobilisé, va permettre de dégager plus de rentabilité derrière. Donc, on table sur du futur. Si vous avez des difficultés de trésorerie immédiates et conjoncturelles, ce sera des réponses plutôt sur bas de bilan. Sur du structurel, quand on voit que l'entreprise elle est déséquilibrée, on peut vous demander de renforcer les fonds propres. Donc, soit vous, dirigeant, vous rajoutez du capital, soit vous faites appel à des investisseurs financiers, des emprunts obligataires, etc. Pour ce qui est du structurel, on a quand même le crédit de campagne qui est pour les entreprises sur certains secteurs d'activité, comme le disait Lionel Raymond. Voilà, ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut en parler avec votre banquier parce que votre banquier sera le meilleur des conseillers sur la solution qui vous conviendra à vous, chef d'entreprise. Voilà. Et un petit complément quand même sur le leaseback, ça peut se faire aussi sur certains actifs de l'entreprise qui ont une liquidité sur le marché. Voilà, grosso modo, vous n'êtes plus propriétaire de votre machine, vous en devenez locataire. Donc tout ça, c'est étudié. Vous voyez, il y a un certain nombre de solutions. On en cite quelques-uns. On ne va pas vous faire une salle après-vert. Et travaillez bien en amont l'origine de vos difficultés pour qu'on aille calibrer vos besoins derrière. Merci Hélène. Alors, si mon entreprise se retrouve en situation critique, que faire? Peut-être Lionel Raymond là, de rappeler à partir de quand une entreprise est dite en situation critique. Ouais, ben, la situation critique par rapport à la thématique de ce webinaire de ce matin, c'est quand l'entreprise n'est plus en capacité d'honorer ses échéances, hein, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient bancaires, qu'elles soient fournisseurs. Donc, soit elle envisage, elle anticipe un défaut de trésorerie, soit malheureusement elle est dans l'immédiateté et elle est déjà en défaut de trésorerie. Et parallèlement avec une incapacité à pouvoir travailler sa rentabilité, c'est-à-dire à créer de la richesse. Donc les deux combinés fait qu'on est dans une situation plutôt critique qui demande en tout cas des mesures d'urgence. Donc ça veut dire lucidité, ça veut dire courage. Et ensuite, ces mesures doivent produire des effets de redressement. Et là, c'est tout le travail qui doit être fait de concert avec le chef d'entreprise, avec son expert comptable, avec son banquier. Là, il doit avoir alignement des points de vue, c'est-à-dire que l'étude et l'analyse doivent être faites de bonne foi et le banquier doit pouvoir acheter la prévision, en tout cas les effets escomptés sur les mesures de redressement que l'entreprise peuvent être amenées à prendre. Donc bien souvent, il y a des solutions. Soit il y a des solutions basiques et bilatérales avec la banque qui est la vôtre ou les créanciers qui sont les vôtres, vos fournisseurs ou l'État. Soit quand il y a plusieurs banques ou plusieurs acteurs créanciers et une difficulté à tous les mettre d'accord, eh bien, il faut là aussi en anticipation aller à la rencontre de ce qu'on appelle l'administrateur judiciaire, non pas
pour ouvrir une voie judiciaire, mais une procédure amiable, donc dont le mandat ad hoc, hein, par exemple. Mais ça se fait suffisamment tôt parce qu'il ne faut pas que l'entreprise soit déclarée en cessation de paiement. Donc, j'insiste vraiment, anticipation, d'où l'utilité des outils de gestion qui vous permettent effectivement d'être suffisamment alerté, suffisamment tôt pour derrière aller voir les bonnes personnes et mettre en place les bonnes solutions. Pour reprendre le PGE juste en une minute, si vous voyez, donc les remboursements de PGE vont bientôt démarrer pour ceux qui ont demandé voilà, 2 ans de différé. C'est difficilement entendable pour un banquier de venir 2 jours avant la première échéance pour dire en fait ça ne va pas passer, je ne vais pas pouvoir rembourser. On le sait qu'il y a des difficultés, mais si vous entrevoyez que vous allez avoir des difficultés, il faut calibrer de combien vous allez être en déficit de trésorerie pour pouvoir faire face à vos échéances diverses et variées. Enfin voilà, anticiper un maximum pour avoir, je dirais, le meilleur accompagnement et le meilleur accueil possible et éviter, et ça on vous invite vraiment à revoir le webinaire de juillet dernier, ne mettez pas vos conseils et vos banques devant le fait accompli de difficultés. Parce qu'en fait, il faut comprendre que les banquiers ont aussi je dirais des devoirs, c'est-à-dire notamment, les banquiers ne peuvent pas faire ce qu'on appelle du soutien abusif, hein, Monsieur Raymond. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prêter indéfiniment à une entreprise. C'est-à-dire que effectivement, on ne peut pas donner l'illusion au tiers que l'entreprise se porte bien simplement en lui injectant de la trésorerie ou en lui accordant des prêts à mauvais escient, puisque le prêt accordé à bon escient, c'est le prêt pour lequel la contrepartie est en capacité à date de pouvoir y faire face, en tout cas de pouvoir le rembourser. Donc, l'alimenter en excès de trésorerie via des prêts, mais dont elle n'aura pas la capacité à rembourser, c'est donner l'illusion au tiers que l'entreprise va bien, parce que l'entreprise a de la trésorerie, mais elle ne crée pas la trésorerie elle-même, donc elle n'est pas propriétaire de sa trésorerie. Et derrière, ça peut être caractérisé de soutien abusif. Effectivement, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire que là aussi, par rapport à l'aménagement et des prêts qui permettent temporairement de ne pas avoir à payer ces échéances de prêts mensuels, ben, c'est considéré comme une concession financière par le législateur, par le superviseur, et c'est donc une anomalie de fonctionnement. Normalement, un prêt doit être remboursé à date. Dès lors qu'on consent une concession, dans certains cas, le superviseur peut nous demander à nous, banques, quelle que soit la banque, de déclarer la contrepartie, donc votre entreprise, en défaut. Il faut comprendre que vos entreprises ont une notation Banque de France, hein, que vous connaissez, mais elles ont également une notation bancaire. Quelle que soit votre banque, elle note votre contrepartie au niveau de certains fondamentaux, de certains critères. Et si vous n'observez pas à date les bons règlements à vos échéances de prêt, à vos concours bancaires, eh bien, on peut être amené à déclarer votre entreprise en défaut. Donc, c'est compliqué parce que ça hypothèque la mise en place de solutions futures. Mais c'est compliqué d'aller solliciter de nouveaux prêts dès lors qu'il y a une complication sur les remboursements des prêts existants. Donc oui, vous avez raison, Hélène, les banques, il y a ce qu'elles voudraient faire, il y a également ce qu'elles peuvent faire. Elles sont soumises à des règles du jeu qui sont dictées par les autorités bancaires. Et d'ailleurs, le PGE, pour revenir sur ce prêt de trésorerie, le PGE n'est pas un droit. Si on se réfère vraiment à la façon dont il a été monté et à la réglementation, la banque a l'obligation d'instruire le dossier et de vérifier exactement les critères que vient de donner Lionel Raymond, parce que si il est montré après en cas de défaillance de l'entreprise que la banque n'a pas joué ce rôle de vérifier la capacité de remboursement de l'entreprise, eh bien c'est la banque finalement, c'est pas l'État qui fera jouer la garantie. La banque peut être appelée aussi à prendre ses responsabilités. Donc c'est parfois difficile à entendre. On a l'impression que certains disent de se faire lâcher par le banquier,
Mais voilà, il faut comprendre aussi que les banques ne peuvent pas, voilà, ont des devoirs et que ça leur échappe et que c'est une réglementation européenne. Et là encore, au niveau de l'agence, là, je suis désolé, on est obligé d'avancer, on est en retard. On a plusieurs dispositifs pour accompagner les chefs d'entreprise implantés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on a évoqué tout à l'heure le dispositif répondre aux difficultés de mon entreprise, là, qui peut être aussi utilisé, Hélène, mais vraiment très rapidement, en moins d'une minute là sur ces 2 points. Alors, moins d'une minute, en fait, ce qui est important, c'est que ce dispositif, c'est vraiment on peut y mettre beaucoup de choses. Si vous entrevoyez des difficultés, sachez que vous pouvez aller voir un administrateur judiciaire qui n'est pas le tribunal de commerce et qui vous conseille gratuitement et anonymement sur un premier rendez-vous. Il ne fera jamais ce que craignent certains dirigeants, à savoir vous signaler au tribunal de commerce. Ce n'est pas son rôle, il a un rôle de conseiller et d'accompagner l'entreprise. Toutefois, si vous avez des réserves à aller voir un administrateur judiciaire pour prendre des conseils, vous pouvez faire appel à ce dispositif qui est encore opérationnel et c'est un avocat spécialisé en procédure collective qui pourra vous conseiller, donc répondre aux difficultés de mon entreprise en vue justement de mandat ad hoc ou de redressement judiciaire. Le deuxième dispositif, on aurait pu, c'est vrai, vous en parler un petit peu plus tôt, excellence opérationnelle, notamment sur l'anticipation des difficultés de trésorerie avec vraiment la prise en compte des flux internes au sens large, c'est-à-dire de partir notamment du devis qui entraîne une commande, qui entraîne une mise en production, qui entraîne un bon de livraison, une facturation et de voir dans votre process global où peuvent être les gains et les optimisations de temps, donc d'argent, de ressources, etc. Donc, c'est aussi un dispositif que vous pouvez utiliser qui là est très opérationnel au sein de votre entreprise. Avec une prise en charge à hauteur de 50% par la région. Pour nous contacter et convenir d'un rendez-vous avec l'un de nos chargés d'affaires, c'est très simple. Il vous suffit de contacter votre antenne locale. Si vous n'avez pas déjà un chargé d'affaires dédié chez nous, donc il y a 11 antennes présentes aux 4 coins du territoire sur les 12 départements de la région et vous trouvez les coordonnées sur notre site. On arrive justement à la séance de questions. Je me tourne vers Philippe. Plusieurs questions ont été posées. Donc, je crois que ça a été dit vraiment par tout le monde. Comme le dit Hélène, on a des fois l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Si on vous le dit, c'est que c'est du vécu, c'est notre quotidien. C'est vrai que ça ne paraît pas évident quand on est débordé, qu'on a la tête dans le guidon, qu'on est entouré de difficultés, de se dire je vais appeler mon expert comptable. En général, je suis désolé, je vais faire offense à personne, mais l'expert comptable, il ne va pas vous appeler tous les jours pour savoir comment ça va. Appelez-le, appelez vos conseils, appelez votre banquier. Ça a été dit maintes fois. Quand vous voulez faire du compétition de sport, de tennis ou je ne sais quoi, vous n'arrivez pas comme ça du jour au lendemain sur un terrain en disant j'y vais. Vous vous entraînez. Il faut absolument entretenir cette relation avec votre banquier, avec vos experts. Et quand vous êtes en difficulté, ça nous arrive aussi, et que l'expert comptable n'est plus payé, ça arrive aussi. Bon, essayez quand même de vous tourner vers lui, et sinon, tournez-vous vers les différents acteurs du développement économique qui viendront à votre rescousse, et c'est vraiment important pour anticiper tout cela. Je crois, ne restez pas seul, c'est pas évident, mais il faut absolument le faire. En termes de questions, donc, j'avais une première question qui concernait les outils, Hélène, pour les tableaux de bord de gestion, faciles à utiliser, qui ne soient pas… Alors, vous pouvez trouver des outils et nous, par exemple, on a un petit tableau Excel, voilà, mais qui est assez simple et basique pour faire un petit prévisionnel de trésorerie. Comme disait Patrick Velay, on peut affiner un petit peu le suivi. Est-ce qu'il est hebdomadaire? Est-ce qu'il est mensuel? Voilà, ça va dépendre aussi de l'étendue de vos difficultés. Si vous êtes très, très tendu au niveau de la trésorerie, il va falloir être très fin quand même sur le suivi pour pas se prendre les pieds dans le tapis du jour au lendemain. Toutefois, donc, et ça, on peut mettre à disposition des outils, on en trouve sur Internet. Toutefois, la prise en main n'est pas toujours évidente et un petit conseil à côté, voilà, est bienvenu. Votre expert comptable peut avoir des outils aussi à vous proposer, Patrick Velay. Oui, bien sûr, chacun est équipé de manière différente, mais en tout cas, on est là pour vous accompagner sur ces sujets-là et encore une fois, être dans la construction d'un outil pratique qui est utilisé, parce qu'on peut faire des usines à gaz
qui seront merveilleuses le 1er janvier, mais qui, le 15 janvier, seront déjà inutilisées, mis à la poubelle, et tout le monde aura travaillé pour rien, et le chef d'entreprise se retrouve sans outils. Donc, il faut vraiment adapter quelque chose à votre philosophie, et il ne faut pas que l'expert comptable ou le conseil qui va intervenir pour vous aider, vous accompagner sur ce projet de trésorerie, vous fasse quelque chose qui soit déconnecté de votre philosophie. Voilà, il faut un outil pratique, c'est, voilà, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment fondamental pour que ça vous accompagne tout au long de l'année. Ok, merci. Un outil règlement client-fournisseur pour alléger ma trésorerie sans poser sur la leur. Quel outil conseilleriez-vous? Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Je ne sais pas qui doit répondre. Hélène, Lionel? Lionel a donné déjà quelques outils. Donc, il y a effectivement l'affacturage. Alors, l'affacturage, c'est peut-être un petit peu lourd parfois comme process pour certaines entreprises qui veulent garder un petit peu la main, parce que là, vous cédez souvent la totalité de vos créances, mais l'avantage, c'est que ça vous facilite la gestion de la trésorerie et que ça vous fait rentrer, on va dire, assez facilement de la trésorerie. Certaines solutions dont on n'a pas parlé, la BPI peut mettre en place une solution un peu comme de l'ADAI. En gros, c'est vous qui choisissez. Tiens, telle facture, en ce moment, j'ai besoin d'un peu d'air, j'ai besoin de faire entrer un petit peu de trésorerie. Telle facture, voilà, je demande à la mettre, à me la faire payer plus rapidement, hein, pour employer des termes simples, sans que ça pénalise vos clients, voilà, sans qu'ils en aient nécessairement, qu'ils aient un impact sur vos choix et vos décisions. Donc là, il y a tout un panel. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos partenaires financiers. Un petit complément sur le leaseback. N'hésitez pas à vous tourner vers nous. Nous ne sommes pas des spécialistes du leaseback, mais il faut savoir qu'il y a quand même des outils qui sont mis en place par les collectivités, souvent au niveau départemental, des SEM ou autres, qui sont à des moments sur certains projets en capacité de le faire. C'est assez rare, c'est assez exceptionnel, mais mine de rien, c'est possible. Il y a des structures qui sont capables de porter l'immobilier de votre entreprise pour alléger globalement le bilan global de votre boîte. Donc ça, n'hésitez pas. Peu connu. Un petit complément. Oui, effectivement, c'est un outil qui a été utilisé. Hein, voilà, on l'a utilisé notamment en Savoie. Il faut que ce soit inscrit dans une stratégie. Ça a un coût, le leaseback. Même sur des machines ou sur un bâtiment. Donc, bien évidemment, avant de vous précipiter vers votre banquier en disant j'ai un bâtiment, j'aimerais faire du leaseback, ça va nécessiter auprès de votre expert comptable ou de l'agence, il faudra vraiment vérifier que tout a été mis en place en amont, et notamment la première question qui vous sera posée, c'est est-ce que vous avez mobilisé votre poste client? Voilà, il faudra y aller par étapes jusqu'à aller au leaseback où vous n'êtes plus propriétaire, comme le précisait Philippe. Et comme ça a été précisé dans le chat, il y a aussi le leaseback sur les actifs de production. Il y a une question sur, alors Hélène a répondu, mais autant le dire pour tout le monde. Est-ce qu'une entreprise qui est considérée comme entreprise en difficulté peut postuler au dispositif alors de la région, pour faire simple, Ambition Éco? Alors, pour rappeler ce que c'est la notion d'entreprise en difficulté, il y a deux choses. La première, il faut regarder votre bilan. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire avec votre expert comptable, et vous regardez si vos fonds propres sont inférieurs à la moitié de votre capital social ou sont négatifs. Alors ça, c'est pas forcément ce qu'on regarde en priorité. On va plutôt regarder son résultat net et son chiffre d'affaires. Mais ça, c'est la notion européenne d'entreprise en difficulté qui peut, et ça c'est réglementaire, interdire l'accès à certains dispositifs. Quand on est entreprise en difficulté, ça ne ferme pas l'accès à nos accompagnements région. La seule notion de difficulté qui va fermer l'accès, c'est quand vraiment on passe en procédure collective, qu'on passe en redressement judiciaire ou en sauvegarde, donc ce qu'on appelle la période d'observation, où là où on est sous la protection du tribunal pendant quelques temps avant de reprendre des conditions de fonctionnement plus normales. Là, effectivement, on ne peut plus demander le dispositif répondre aux difficultés de mon entreprise, d'où l'anticipation. Par rapport à ce propos, je rajouterais une petite formalité tout de même, c'est si vos capitaux propres, effectivement, sont inférieurs à la moitié de votre capital social, vous avez une formalité juridique à faire qui va vous sécuriser parce qu'à partir du moment où vos capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, si vous aviez un créancier, enfin pas un créancier, mais si vous aviez quelqu'un à qui vous devez de l'argent
et que vous n'honorez pas finalement votre dette, à un moment donné, eh ben, cette personne sera en capacité d'intervenir auprès du tribunal de commerce avec une procédure qui peut du coup être un peu pénalisante pour l'entreprise. Donc, il vaut mieux respecter les textes tels qu'ils sont faits à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai mes capitaux propres qui sont à l'inférieur à la moitié du capital social, je fais une formalité juridique qui informe de manière officielle que j'ai connaissance de cette situation, ce n'est pas quelque chose que je cache et donc j'en ai connaissance, j'assume et à partir de là, ça vous sécurise, c'est important. Il est 9h33, je ne sais pas si les autres, Philippe. Une nouvelle question. Est-ce qu'une banque peut refuser un complément de PGE à une entreprise qui n'a pas demandé la totalité de celui-ci, Lionel? La réponse est oui. La banque peut effectivement, je rappelle que dans les textes, le PGE, c'est 25% du chiffre d'affaires. Hélène l'a rappelé, c'est pas un droit de tirage. C'est un crédit qui s'analyse comme tout autre crédit et donc la banque doit regarder deux choses. Est-ce que le besoin de l'entreprise est causé? Donc en général, s'il y a sollicitation, c'est qu'il y a un besoin. Bien souvent, il y a à la réponse, et la réponse est oui. Mais en deux, c'est est-ce que l'entreprise est en capacité de pouvoir rembourser le nouveau concours sollicité. Et là, on retombe dans une grille d'analyse assez classique. Et si la réponse est non, donc la banque est tout à fait fondée à pouvoir refuser un complément de PGE. En complément, même, enfin, je veux dire, toutes les banques n'ont pas forcément la même analyse de votre dossier. Chacun va avoir un regard critique différent. Ils n'ont pas la même histoire, et il se peut que votre banque refuse effectivement, peut-être à juste titre pour elle, ce PGE. Il est toujours possible d'aller voir le médiateur du crédit qui vous apportera un regard extérieur. Mais qui ne fera pas de miracle non plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si la banque a bien fait son travail, et ce qu'elle fait quand même la plupart du temps, je parle des banques en général, hein, pas spécialement de la Banque Populaire, il n'y a aucun souci avec la Banque Populaire, c'est important d'avoir en tête qu'il y a quand même le médiateur du crédit qui existe, puisqu'il a servi quand même à plusieurs reprises, pas de manière énorme, mais il a servi dans certains dossiers où le regard bancaire n'était pas forcément le bon, mais peut-être aussi parce que la présentation qui était faite par l'entreprise et par les conseils n'était pas non plus la bonne, l'angle, la vision n'était peut-être pas la bonne non plus. Donc voilà, faut savoir que ça existe. Bon, c'est un avis très personnel. Essayez d'utiliser toutes les intermédiations possibles avant et ne déclenchez cela qu'en ultime recours. Voilà, je pense que c'est préférable. Question concernant les clauses de garantie de vente, j'imagine, nous travaillons avec des grands groupes qui, malgré la bonne définition de cela, continuent de nous régler selon leurs propres termes de règlement. Comment procéder pour améliorer ce point, mis à part recourir à la facturage, par exemple? Ouais, c'est toujours pareil, c'est un rapport de force, hein. Il y a les textes. Ensuite, vos clients, surtout quand ils sont gros et qui vous confient du chiffre d'affaires, il y a là aussi ce que vous voudriez faire avec eux et puis ce que vous pouvez faire. Soit de manière subtile, vous faites repasser les bons messages, mais en général, les effets sont assez faibles, hein. Après, il reste la capacité, effectivement. Alors, ça a un coût. Là aussi, de toute façon, tout a un coût, hein. Quand on prête de l'argent, il y a un taux d'intérêt. Alors, c'est vrai que les taux d'intérêt sont plutôt faibles. C'est vrai qu'il y a toujours un coût financier à mobiliser une créance, quelle qu'elle soit immobilisée ou circulante. Mais on passe donc par l'escompte, par la DAI, par la facturage. Parce que le rapport de force, il faut l'admettre, est souvent défavorable aux TPE par rapport à des grands groupes. C'est vrai. Alors, un petit complément d'information, parce que c'est vrai que Lionel le précise, le rapport de force, clairement, vous est défavorable souvent.
Peut-être avez-vous entendu parler des modifications de la cotation Banque de France qui vont être mises en place là, dès ce début d'année. Je crois que c'est cette semaine qu'a eu lieu la bascule. Hein. Ouais, Donc le déjà, 8 janvier, oui. voilà, ne prenez pas peur déjà quand vous verrez arriver une nouvelle cotation. Voilà, si elle vous semble dégradée, mais surtout rapprochez-vous de votre expert comptable pour qu'il vous fasse, voilà, ou regardez les nouvelles cotations de la Banque de France. Et surtout, la cotation, et notamment pour les grands groupes, parce qu'ils sont aperçus que ça se produisait surtout à Paris, va prendre en compte les délais de règlement client-fournisseur. C'est-à-dire qu'ils vont faire des recalculs pour vérifier que les entreprises, et c'est souvent le fait de gros groupes, ne sont pas de la trésorerie en encaissant rapidement les créances, mais en payant les fournisseurs bien tardivement. Et en fait, les cotations, maintenant, vont tenir compte de ça. Donc, les grosses entreprises risquent de voir leur cotation dégradée, ce qui entraîne des conditions de crédit différentes, etc., etc. Et ça, dans le but, justement, de continuer à mettre des garde-fous. Et là, de la même manière, n'hésitez pas, alors là, on s'adresse plutôt aux entreprises plus importantes, à prendre contact avec la Banque de France pour anticiper d'éventuelles baisses de votre cotation et leur donner les éléments qui vont leur permettre de mieux connaître la situation de vos entreprises et du coup, potentiellement, d'adapter la cotation qui serait faite automatiquement. Donc ça, c'est aussi important de gérer cela et de l'anticiper. Une question un peu technique, une entreprise considérée en difficulté suite à une baisse de chiffre d'affaires ces 2 dernières années vient de rentrer des commandes fermes en 2022 et qui va en faire 2019. Un client demande une garantie sur restitution d'acompte. Quelle solution si la banque refuse? Alors, je ne sais pas si Lionel ou Patrick, vous avez une réponse à cela. Oui, alors la caution de restitution d'acompte, elle est compliquée à appréhender parce que par rapport à la nature de ce concours, la banque bien souvent va demander à immobiliser en garantie une partie du cash généré par cette caution de restitution d'acompte. Et concomitamment, l'entreprise a besoin de cet acompte précisément pour pouvoir travailler la commande et être en mesure de s'inscrire dans le cycle de livraison du matériel qui lui a été commandé. Et là, on s'inscrit dans un cas de figure un peu cornélien où l'entreprise est en repli, hein, d'après ce que j'ai compris. Ça fait 2 ans qu'elle perd du chiffre d'affaires. Perdre du chiffre d'affaires, c'est pas non plus grave en soi. Si là encore, on peut l'expliquer. Et je reprends ce que je disais tout à l'heure, notamment sur les 2 ans qu'on vient de vivre. Ce sont surtout les hypothèses qui nous sont produites, les scénarios qui nous sont produits, les mesures de redressement qui sont mises en œuvre. Et là, c'est la capacité qu'a le banquier à acheter cette prévision. Et c'est vrai que l'historique que l'on a avec l'entreprise fait beaucoup. Et là, il y a un point où la fidélité peut compter, l'histoire qu'on peut avoir avec l'entreprise, parce que quand on a un passé, on est à même d'apprécier comment le chef d'entreprise s'est comporté. Et donc, si on a plutôt des éléments favorables sur l'historique, c'est vrai qu'on aura plus tendance à acheter la prévision parce qu'il nous aura exporté, en tout cas, sa capacité, bien souvent, à pouvoir mettre en œuvre ce qui nous avait avancé. Donc, il y a un jeu de fidélité, il y a un jeu d'historique, et puis il y a véritablement, là encore, la façon dont est construit la prévision, dont est construite la prévision. Et est-ce qu'on est dans un optimisme BA, et c'est vrai que c'est compliqué d'acheter la prévision, ou est-ce que ça semble réaliste? Et là, c'est tout le jeu et le métier de la banque de pouvoir apprécier le risque et de pouvoir accompagner l'entreprise sur sa commande et donc sur sa restitution d'acompte dans le cas d'espèces. Et éventuellement, Lionel, est-ce que si l'entreprise n'a pas utilisé complètement son PGE,
le fait qu'elle a connu des difficultés, mais qu'elle connaisse à nouveau des engagements fermes de clients et que du coup, on se retrouve vraiment dans une problématique de trésorerie liée finalement à l'histoire du Covid sur ces 2 dernières années. Est-ce qu'un complément de PGE, pour le coup, peut permettre d'être analysé de manière positive? Tout à fait, ça peut être aussi une solution. C'est pour ça que là, on est désormais dans des périodes où je serais tenté de dire que chaque cas de figure est unique, quoi. Donc, chaque cas de figure aura sa solution propre ou aura un remède propre. Et je pense que ce qu'il faut retenir de ce webinaire, dont la thématique est la trésorerie ne peut pas être, n'est pas indissociable de la capacité de l'entreprise à avoir créé de la richesse ou à pouvoir recréer de la richesse. Voilà. Donc, on est passé peut-être un peu vite sur deux ratios qu'on avait mis sur un slide, mais qui vient compléter l'équation. Hein. Vous vous souvenez qu'on avait posé du fonds de roulement moins besoin fonds de roulement égale trésorerie. Il y a deux ratios qu'il faut regarder. C'est votre rentabilité d'exploitation, l'excédent brut d'exploitation rapporté à votre endettement, et il y a le bon rapport, le bon équilibre entre le montant de vos fonds propres, donc votre capital plus vos réserves, par rapport à votre endettement. Voilà. Donc ça, c'est aussi 2 ratios. S'il y a 3 ratios qu'un chef d'entreprise doit avoir en tête, bien sûr, c'est sa trésorerie journalière, mais ce sont également ces 2 ratios qui me semblent importants au niveau des leviers d'exploitation et des leviers d'endettement. Voilà. Et, J'ai quelques... Pardon. dans le prolongement de la précision ou du complément de Patrick, oui, pourquoi pas aller chercher un PGE résiduel qui sera une injection de trésorerie qui permettra peut-être de faire passer cette caution de restitution d'acompte qui peut être vitale d'ailleurs dans le développement et dans le redressement de l'entreprise dès lors qu'on a la chance d'avoir une commande profitable. Voilà. Une ou deux questions en lien avec le PGE. Donc, salut Guillaume. J'ai emprunté 100% du PGE en avril 2020, j'ai rendu 50% en avril 2021 et j'amortis le solde. Si j'ai bien compris, je peux réemprunter 50% jusqu'à Lionel. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Sachant qu'il y a une question complémentaire. Non, si j'ai emprunté 100%. Oui, et j'ai remboursé 50. Non, j'ai pas le droit je suis pas en rechargeable, quoi. C'est-à-dire que si on a remboursé Tu peux refaire un PGE si tu as emprunté par exemple 50% de ce que tu pouvais obtenir sur les 50% complémentaires. Voilà. Et une deuxième question liée au PGE, oui, sur la possibilité d'allonger la période de remboursement. Aujourd'hui, Hélène va répondre, mais pour l'instant, sauf erreur de ma part, et c'est là où il faut toujours faire attention entre les annonces qui peuvent être faites et la mise en application. Ça a été un vrai sujet au cours de tous ces derniers mois. Il y a des annonces qui sont faites, il y a une volonté politique, quelle qu'elle soit, et puis après, il y a le vote de la loi. Souvent, il y a la mise en œuvre des décrets d'application et après, il y a la mise en œuvre sur le terrain. Et là, il y a toujours un décalage. Donc, pour l'instant, sauf erreur de ma part, tout ça n'est pas encore en place. Alors, Hélène, si tu veux compléter. Alors effectivement, je crois que c'est aujourd'hui que devrait être signé l'accord de place pour proposer d'allonger le PGE sur une durée de 10 ans. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que a priori, tel que c'est fait à l'heure actuelle, mais comme le dit Philippe, il faut attendre de voir ce que diront les textes, ce ne sera pas nécessairement de gré à gré avec la banque. Il se peut que vous ayez à passer par la médiation du crédit. Ayez bien conscience
que si vous allongez la durée du PGE, autant certains, et c'était un peu le jeu, au début de la crise, ont pu faire des PGE de confort en se disant au cas où, autant ne le faites pas par confort, parce que si vous demandez l'allongement du PGE, ça veut dire que vous n'êtes pas en mesure d'honorer les échéances telles qu'elles ont été prévues. Donc, la cotation de la banque dont on a parlé tout à l'heure, pas nécessairement de la Banque de France, mais en tout cas, la cotation que vous allez avoir auprès de votre banquier va être dégradée et clairement, ça va vous être compliqué de revenir dans quelques mois pour demander des emprunts complémentaires pour l'investissement ou pour, voilà. Enfin, ayez bien conscience de ça, c'est que c'est pas anodin de renégocier un PGE. Ça signifie quand même que vous avez des difficultés pour honorer vos échéances. Pardon, pas Une pour dernière rembourser. question sur le PGE. Est-ce qu'on considère le bilan 2019, je pense, pas 2013, comme demandé initialement, ou est-ce qu'on considère le bilan 2020, voire 2021 maintenant? C'est 2019, c'est la loi, on reste sur 2019. On est toujours sur 2019. Oui. Par contre, Voilà. il faut juste faire attention. Depuis quelques mois, le dispositif a été ouvert sur les entreprises qui ont été créées après Ah oui, 2019. après, il y a la date de Et, création qui intervient. Oui. et donc, voilà, il y a quelques particularités. Effectivement, pour les entreprises qui existent depuis très longtemps, il n'y a pas de souci, ça reste sur 2019. Après, il y a quelques ajustements où justement les entreprises qui ont été créées sur 2020 principalement ont eu accès au PGE. Et là, il y a quelques règles un peu particulières. Modalité de recours au CODEFI pour les entreprises auxquelles on a refusé le PGE. Je sais pas si Guillaume ou Hélène, vous voulez répondre vite fait, ou Patrick. Enfin, alors, le CODEFI, voilà, ça veut dire qu'on vous a refusé un PGE, ça veut dire qu'il faut saisir la cellule en fait pluridisciplinaire, voilà, qui gère un petit peu les entreprises en difficulté. C'est vrai que donc cette cellule peut octroyer sous certaines conditions des prêts ou des avances remboursables aux entreprises. À ce moment-là, il faut vous rapprocher en local. Alors moi, je vous conseille quand même d'en parler à votre expert comptable avant et de faire le point avec lui, voilà, avant de rentrer là-dedans. Dans la pratique et dans les faits, voilà, comme on le disait tout à l'heure, il faut vraiment montrer une bonne capacité de rebond et de remboursement pour pouvoir avoir droit à ces avances remboursables ou à ces prêts. Effectivement, il faut saisir, voilà, il faut saisir le CODEFI localement de votre département. En général, si je ne dis pas de bêtises, c'est piloté par la DDFIP. On pourra vous mettre les liens pour, voilà, pour tout ça. Écoutez, je pense que nous avons répondu à presque toutes les questions. Vous n'avez pas évoqué le pré-relance pour les entreprises dites sur le rebond. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors on l'a cité, on l'a cité dans les solutions. C'est vrai qu'on on s'est pas attardé. Alors le prêt participatif relance, c'est un produit hybride qui peut être une bonne solution effectivement pour les entreprises dites en rebond. C'est un outil de hybride parce qu'on le considère comme des quasi-fonds propres. Donc voilà, c'est entre les fonds propres et la dette pure et dure. Et pourquoi ça peut être une bonne solution? C'est surtout qu'il il est accompagné, il encapsule une franchise de 4 ans. Voilà. Donc c'est un prêt sur une maturité, une durée de 8 ans. Alors avec un taux d'intérêt un peu plus cher que les taux d'intérêt classiques, hein. On est aux alentours de entre 4 et 5%. Donc il y a un coût, mais il a cette particularité, c'est que pendant 4 ans, l'entreprise ne rembourse pas. Voilà, elle est en franchise, elle remboursera sur les 4 dernières années, ce qui lui donne la possibilité de pouvoir mettre à profit les investissements ou les mesures de redressement qu'elle a mis en œuvre pendant 4 ans pour qu'elles produisent leurs effets et qu'elles permettent un remboursement harmonieux, serein, à partir du 49e mois. Voilà. Et d'ailleurs, en complément, de la même manière, hein, n'hésitez pas à vous tourner vers le site Ambition Éco de la région, vers les antennes de l'agence économique et vers tous les partenaires du développement économique.
Il y a, dans le cadre du plan de montagne que la région a mis en œuvre, un pré-montagne dont la date a été prorogée jusqu'à fin juin 2022, auquel vous pouvez, sous un certain nombre de critères, bien sûr, à chaque fois prétendre sur des difficultés de trésorerie pour les entreprises qui sont dans les communes éligibles. Il y a un prêt qui va être mis en place toujours avec le support de la région, avec BPI, là encore, dès normalement les premières semaines de 2022, donc dans les semaines qui viennent. Alors je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans les détails, sauf si tu veux compléter vite fait, Hélène ou Guillaume, mais voilà, pensez aussi à ces dispositifs qui ont été mis en place spécifiquement par la région pour venir en appui sur les problématiques de trésorerie. Je ne sais pas si Guillaume ou Hélène, vous voulez en dire deux mots, plutôt sur le pré-montagne peut-être, et puis non. On ne t'entend pas, Hélène. Excusez-moi. Effectivement, le prêt montagne, c'est un prêt qui était vraiment un prêt de, on va dire, de crise, qui a été prolongé un petit peu jusqu'à fin juin. En fait, c'est un prêt à taux zéro. C'est pas pour nécessairement pour les entreprises en lien avec la montagne, mais en gros, il faudra aller sur le site d'Ambition Éco parce que c'est plus par rapport à la localisation de votre commune. Donc ainsi, par exemple, Savoie et Haute-Savoie sont éligibles au sens large. Après, dans d'autres départements, ça va être en lien avec des communes de montagne alentour. Donc ça, c'est un dispositif hyper intéressant parce que c'est un prêt à taux zéro sans garantie avec 2 ans de différé, donc ça donne vraiment de l'air, sous condition de fonds propres. Il faut le savoir encore une fois, d'où l'importance d'étudier le dossier. Et le prêt relance que la région va lancer, là voilà, c'est un prêt BPI, on va dire un petit peu plus classique, un cofinancement 1 pour 1 avec un prêt bancaire. C'est-à-dire qu'il faudra avoir un prêt bancaire pour prétendre à ce prêt relance avec un taux bonifié qui sera extrêmement intéressant. Et voilà, on ne communique pas encore à l'heure actuelle parce que ce n'est pas encore officiel, mais bon, on est quand même voilà, pas loin du taux zéro pour l'instant. Donc, ça vaut le coup de suivre un petit peu l'évolution de ces dispositifs. Alors, tu peux enchaîner, je connais la réponse, mais le pré-montagne n'est pas possible si le PGE a été demandé, refus de la BPI. Alors, disons que la question, voir comment elle est tournée, mais le prêt montagne est accordé sur la base d'un PGE que vous n'aurez pas remboursé. C'est-à-dire que si l'entreprise vous a accordé, si la banque vous a accordé un PGE, vous pouvez demander un prêt montagne. Il y a toujours cette condition de 1 pour 1 qui est demandée par la BPI. Toutefois, le PGE, vous aviez cette possibilité de le rembourser au bout d'1 an. Si vous l'avez en totalité remboursé, vous ne pouvez plus demander le prêt montagne. En revanche, la question, voilà, peut-être revoir un peu la question parce que normalement, le prêt montagne est conditionné au PGE, mais si la BPI a refusé le prêt montagne, de toute façon, c'est comme le PGE, hein, c'est pas un droit de tirage comme disait Lionel, il y a une instruction de dossier derrière. Donc, il faut voir pourquoi il a été refusé, mais ça doit être certainement sur des critères financiers. Par contre, je pense, mais là, c'est vraiment que mon opinion à moi, que les choses peuvent rebouger un petit peu, puisqu'on voit que le Covid, il y a des vagues, ça revient et ainsi de suite. Les propos qui sont de dire que le PGE, quand il a été remboursé, je ne peux plus le redemander et ainsi de suite, à un moment donné, ça peut rebouger un petit peu, parce que forcément, quand on a des vagues qui reviennent comme en ce moment, on est susceptible d'avoir des contraintes liées au Covid et forcément les choses bougent, donc il faut suivre l'actualité à ce niveau-là. C'est pas toujours simple parce que c'est les informations qui viennent, effectivement, comme vous le disiez, entre l'annonce du journaliste et la réalité du terrain, il y a souvent un écart. Mais il faut continuer à suivre l'actualité parce que voilà, on voit bien que le Covid fluctue et bouge et donc les règles doivent s'adapter et s'adapteront probablement. Merci. Je vous propose de clôturer ce webinaire. Je tiens vraiment à remercier Lionel Raymond, directeur général adjoint de la Banque Populaire des Alpes, Patrick Gollet de l'Ordre des experts comptables, évidemment les équipes de l'agence économique. Vous dire que, comme vous l'avez vu, vous avez beaucoup d'outils à votre disposition pour essayer d'anticiper, d'améliorer vos performances. N'hésitez pas par rapport à cela. Vous avez des conseils à votre disposition, appelez-les même si vous sentez que vous êtes en difficulté, a fortiori si vous sentez que vous allez être en difficulté. Votre banquier qui est un partenaire, entretenez votre relation avec votre banquier.
Les équipes de l'agence économique sont vraiment à votre disposition et là-dessus, on travaille en totale intelligence. Utiliser notre réseau. Nous sommes en contact quotidien avec des banquiers, avec la BPI, avec la Banque de France, avec tout un certain nombre d'acteurs. Et là aussi, si vous n'êtes pas en contact privilégié avec l'agence, n'hésitez pas à vous tourner selon votre activité vers votre chambre de commerce et d'industrie, vers votre chambre de métier. Je pense que dans cette crise, tout le monde est à votre disposition pour vous soutenir, vous aider et faire en sorte que vous puissiez traverser cette période du mieux possible. Voilà, bien sûr, vous recevrez automatiquement un lien avec le replay, un lien avec la présentation qui a été faite. Nous restons à votre entière disposition. Vous l'avez vu, en ce moment, Patrick l'a redit, ça bouge tous les jours. Donc, c'est compliqué d'avoir, des catalogues de dispositifs d'aide. La région met à jour, j'allais dire, au jour le jour Ambition Éco, mais c'est pas toujours simple. Donc là-dessus, n'hésitez pas, appelez vos conseils et comme ils le font depuis 2 ans, ils feront le maximum pour vous soutenir et vous aider. Merci encore à tous, merci pour votre participation, merci Lionel vraiment et merci Patrick. Merci à tous. Et bien écoutez, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Merci à tous. Merci à tous. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. L'industrie est notre richesse.